à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un update lecture. Je vais vous parler donc de mes dernières lectures, 4 ou 5, je ne sais pas encore comment je vais couper cette vidéo. Il y aura du polar, du thriller, du fantastique un petit peu aussi, un peu de tout quoi. Je vais commencer tout de suite par un livre que j'ai eu en dématérialisé, que l'autrice a bien voulu m'envoyer pour que je vous donne mon avis dessus. Je vous ai parlé du tome 1 dans un de mes derniers updates lecture. Je vous le mettrai quelque part dans le i, je ne sais pas de quel côté il est, pour que vous puissiez aller le voir s'il vous intéresse. Je vais vous rapidement résumer le tome 1 pour vous rafraîchir la mémoire, mais très rapidement. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir l'update lecture en question. C'est donc le tome 2 de La quête du temps de Lise Barreau. Je vous mettrai la couverture ici, je vais essayer du moins. Dans le tome 1, il était question d'un homme qui sauve des rebelles qui sont en fuite parce qu'ils sont chassés par un roi très malveillant et qui veut garder le trône, et les rebelles en question, eux, veulent tout faire pour qu'il n'ait plus accès au trône et que la population soit traitée un peu plus justement. L'homme en question se retrouve sur leur chemin pile au moment où ils vont se faire attaquer, et ils vont alors les défendre plus par instinct qu'autre chose, puisque cet homme ne se rappelle de rien. Il ne se rappelle absolument pas de qui il est, ni même de son nom. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il sait se battre, et plutôt bien, et qu'il doit les défendre, donc c'est ce qu'il va faire, et donc il va rejoindre leur périple. Et au fur et à mesure de l'aventure, on apprend donc que ce jeune homme a certains pouvoirs, notamment ceux de guérison. J'avais adoré le tome 1 puisqu'il me faisait penser beaucoup à l'univers de The Witcher. Et là, dans ce tome 2, c'est encore un carton plein puisque, sans vous spoiler, il est moins question d'aventure, de histoire d'amour. Là, on est plus vraiment sur donc, la résolution de ce qu'il se passe dans ce monde-là. Pourquoi le monde court à sa perte, ce qu'il faut faire pour qu'il ne court pas à sa perte justement, pour que le problème se résolve. Il est aussi question de beaucoup, pas de mythologie, j'ai perdu le mot, ça y est, de Dieu en fait, tout simplement, de religion, de spiritualité, voilà. On nous parle aussi de beaucoup de pouvoir. Dans ce tome-ci, si vous avez lu le tome 1, vous comprendrez, mais on suit donc les capuches grises, et donc on apprend à connaître de nouveaux personnages qui sont aussi très intéressants, qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on nous a présentés dans le tome 1. On retrouve aussi des personnages du tome 1 forcément, on retrouve aussi Shenasa. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est un gros oui pour ce tome-là encore. La fin est juste pas possible, par contre c'est pas possible de nous laisser sur cette fin-là. On a une coupure très brutale. On a l'impression d'être laissé au milieu d'une action, c'est très très bizarre. Mais du coup j'ai très hâte d'avoir la suite, et j'attends juste que l'autrice la sorte, et je pense que je me la procurerai à ce moment-là. J'ai oublié de le dire, mais c'est un livre auto-édité, donc si vous voulez vous le procurer, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer sur Amazon, à moins que l'autrice ait un site. En tout cas vous ne le trouverez pas en librairie traditionnelle, malheureusement. Ensuite on va passer à du fantastique, fantasy, non plus fantastique, puisqu'on va parler de ce côté-là c'est mieux, Blackwater, le tome 1, donc aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Le concept de ce roman m'avait beaucoup intriguée. Je ne sais pas trop si je suis pour ou si je suis contre. C'est-à-dire qu'en fait, ce tome-là est sorti en mars, il me semble, et toutes les 2 semaines, vous avez un nouveau tome qui sort. Un peu à la manière d'un feuilleton télévisé. On a vraiment l'impression de suivre un feuilleton en fait, donc c'est là où j'aime bien, parce que je n'ai lu que le 1, mais à la fin du 1 j'avais envie de savoir la suite, le 2, et comme ils sont assez courts, ça se lit assez rapidement, du coup on n'attend pas des années et des années pour avoir la suite. Enfin, le côté feuilleton me plaît. En fait ce qui me plaît moins, c'est plutôt une peur, en fait j'ai peur que les librairies ne les mettent plus en vente au bout de 6 mois, parce que là c'est le succès du moment, et donc forcément c'est facile à trouver, mais je suis pas sûre que dans 6 mois ce soit encore le cas. Et
en fait, les gens qui soit n'ont pas les moyens de s'acheter un livre toutes les 2 semaines, ce qui peut arriver, soit qui lisent plus lentement. J'ai peur que ce soit plus difficile pour eux de les trouver ensuite, donc je suis un peu mitigée. Après, c'est peut-être une peur totalement infondée et dans 6 mois vous le trouverez très facilement. Si c'est le cas, c'est assez cool. Par contre, du coup, les romans en eux-mêmes sont assez courts, donc heureusement qu'ils sont pas trop chers parce que sinon ça vaudrait pas le coup. Par contre, on est clair, la couverture est juste magnifique avec des reliures, elles sont toutes aussi travaillées. Je découvre ces éditions-là avec ce roman-là et ça me donne envie d'en découvrir plus parce que s'ils font le même travail sur toutes les couvertures, c'est un travail de dingue. Pour vous résumer, donc dans ce tome 1, on est dans une petite ville de Perdido, du sud de l'Alabama, qui est noyée sous les eaux. Clairement, la rivière a débordé, c'est pour ça que le tome 1 s'appelle La Crue. On commence le livre, on suit 2 personnages, donc un des personnages fait partie d'une des riches familles de ce village, et donc avec son assistant, on va dire ça comme ça, et qu'il cherche des affaires ou des survivants, embarque au milieu de la ville, et ils vont trouver au niveau de l'hôtel de la ville, donc c'est une toute petite ville, tout le monde se connaît, hein, au 3e étage, puisque les étages de dessous sont sous les eaux, une jeune femme qui dit être là, qui dit être là depuis le début de la crue, qui dit avoir juste survécu en mangeant des conserves, il me semble, et en se mettant sur le lit. Et Oscar, donc, le fils de la riche famille, ce sera plus simple si je vous dis le prénom, on s'y retrouvera mieux, le croit sans problème et donc l'accueille avec elle dans la barque et va la mener jusqu'à l'église où tout le monde se sont réfugiés. Tout le monde s'est réfugié, pardon, en attendant que les eaux descendent et qu'ils puissent revenir dans la ville. Et par contre, son assistant, lui, se méfie un peu d'elle et il trouve qu'elle est un peu bizarre. Surtout qu'en fait, vu les traces d'eau dans la chambre, c'est pas tellement possible ce qu'elle dit. Mais bon, il n'a pas trop le choix. Donc, cette dame, Eleanor, va intégrer la petite communauté de Perdido. Aux grandes dames de la mère d'Oscar, qui elle aussi la trouve très bizarre et elle se méfie beaucoup des étrangers. C'est une petite ville, il y a des préjugés, etc. Et donc commence notre feuilleton, l'intégration de cette Eleanor, comment elle va intégrer cette ville, ce qu'elle va devenir. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, je ne sais pas trop où m'arrêter pour tout vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai encore une fois adoré. On a vraiment un feuilleton à la sauce des années 20, donc tout est dans l'ancien temps, tout paraît très crédible, tous les personnages sont attachants, sympathiques, ils ont tous leur particularité. On a des touches de fantastique aussi à certains moments dans le récit, qui pimentent un peu l'histoire, qui font que c'est pas juste un feuilleton télévisé banal. Et ça rend le truc très intéressant, surtout qu'il y ait des choses très intrigantes. À la fin du tome 1, on a un événement que personne n'a vu venir, clairement, mais qui dévoile beaucoup de choses sur l'intrigue et qui donne envie de savoir la suite, c'est tout simplement d'en savoir plus sur cette Eleanor. Clairement, on n'est pas dans un roman avec énormément d'action, on est plus, comme je disais, dans un feuilleton. Donc il faut vraiment accepter de se laisser porter. On a des scènes très banales, en fait, d'une vie de famille tout à fait banale. Mais tout a un but, en fait. Et aussi, chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout est très visuel en fait. On n'a aucun mal à imaginer les choses, tout est très très bien décrit. Vraiment, on avait l'impression d'y être et c'est pour ça que j'ai adoré. Par contre, petit bémol, on nous promet sur la 4e de couverture, une ambiance très King-esque, donc à la Stephen King. On n'y est pas. Clairement, oui, il y a du fantastique. Oui, il y a des événements on ne s'y attend pas, mais on n'est pas dans du Stephen King du tout, on n'est pas du tout... Ou alors un Stephen King de 90 ans un peu malade, quoi. Voilà.
À partir de maintenant, je vais vous parler des derniers thrillers polars que j'ai lus, puisque c'est ce que je lis en majorité en ce moment. Donc clairement, si ce n'est pas votre genre, si vous n'aimez pas ça, peut-être ce n'est pas utile de rester, parce que je doute que ça vous plaise. Pour les autres, je vais d'abord vous parler de Octobre, je vais pas m'amuser à dire le nom de l'auteur, parce que j'aurais peur de mal le dire, vu l'écriture, donc je vais vous le marquer quelque part. De toute façon, je vous mettrai la couverture aussi, puisque je n'ai plus, puisque je l'avais pris à la bibliothèque. C'est donc un thriller dans lequel on retrouve une jeune femme assassinée dans un parc pour enfants au Danemark, avec une main amputée et un petit bonhomme en marron. Vous savez, les 5 marrons avec les cure-dents qu'on fait quand on est petit, accrochés au-dessus d'elle. On confie l'enquête à une jeune inspectrice avec en coéquipier un inspecteur qui lui est au bord du burn-out, même qui est en plein burn-out. Marque quelque chose, je ne sais plus. Et la particularité de ce meurtre, c'est qu'on retrouve des empreintes sur le cadavre. Les empreintes d'une certaine Catherine Hartung, je sais plus sûr du prénom. Mais en fait, c'est une jeune fille qui a été déclarée enlevée il y a maintenant 2 ans, il me semble. Et qui est donc la fille de la ministre des Affaires sociales du pays. Le seul problème, c'est que quelqu'un a déjà avoué son meurtre et donc purge sa peine en ce moment même. Donc il est très peu probable que la jeune fille ait pu tuer quelqu'un en étant déjà morte, à moins que quelqu'un mente. À la suite de ces événements, on va retrouver un deuxième corps, encore une fois avec un petit bonhomme en marron accroché et encore les mêmes empreintes. Donc du coup, les inspecteurs vont essayer de savoir ce qui s'est passé et vont par la même occasion essayer de savoir ce qui s'est passé pour la fille de Rosa. Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que ça a un lien? Ou est-ce que c'est juste un fanatique qui s'amuse avec la police à les faire tourner en rond? On ne sait pas. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce thriller. Je dis je me souviens parce que ça commence à dater. J'ai pris un peu de retard sur les débuts de lecture. J'avais beaucoup aimé, l'histoire était entraînante de A à Z, malgré le fait que on a l'impression de faire du surplace jusqu'à la fin en fait. On a l'impression que l'enquête n'avance pas, que on n'est pas plus avancé que 100 pages en arrière, mis à part à la fin où tout s'enchaîne très vite. Pour autant, j'ai pas eu envie de lâcher le livre, ce qui est déjà pas mal. Donc ce qui veut bien dire que l'auteur a une plume très entraînante. Par contre, je sais que je ne lui ai pas mis 20 comme étant un coup de cœur parce que j'avais beau adorer ce roman, ce qui m'a un peu énervée, c'est que tous les personnages sont très caricaturaux en fait. On a un inspecteur en burn-out, on a... Pour vous dire, je me rappelle même plus des personnages en eux-mêmes, je me rappelle juste qu'ils sont caricaturaux. C'est dur à dire. Dès le début, on catalogue un personnage et il ne sort pas de cette catégorie jusqu'à la fin. À aucun moment il nous étonne en faisant quelque chose d'inattendu, puisque c'est scripté un peu. Donc c'est un peu ce que je reproche à ce roman. Pour autant, j'ai passé un très bon moment. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, encore un thriller. J'ai oublié de le prendre. C'est donc Vindicta de Cédric Cyr. Que j'ai lu aux éditions HarperCollins Poche, dans lequel on commence par suivre une bande d'ados qui décident, pour se faire un peu d'argent, encore une fois, ce n'est pas tout frais dans ma mémoire, donc vous me pardonnerez les approximations, qui décident de faire un cambriolage qui est censé être sans risque, puisqu'ils vont cambrioler un bijoutier qui est censé faire une transaction pas très légale et donc qui ne peut pas aller se plaindre si quelque chose se passe mal, puisqu'il n'était pas censé faire ce qu'il était en train de faire. Donc ils font le cambriolage. Problème, ils arrivent à récupérer le bijou, mais au moment de sortir, je ne sais plus exactement comment, mais il y a quelque chose qui va dérailler. Et ils vont se retrouver à être en course-poursuite et à paniquer, et au final, le conducteur de la voiture de la bande va se retrouver à écraser une petite fille qui était sur le trottoir à ce moment-là. Au même moment, 2 policiers étaient en planque chez le bijoutier pour
surveiller ce bijoutier et donc ils assistent à toute la scène. Et donc ils vont se retrouver plongés dans toute cette affaire, sauf que leur chef ne veut pas qu'ils participent parce qu'il n'était pas censé être trop là. Et il ne se doute pas qu'en se mêlant de cette affaire, il va se retrouver au cœur d'un cyclone d'événements qui ne contrôle pas du tout, puisqu'il va se retrouver dans le sillage d'un meurtrier glacial qui fait très peur, puisque on nous parle d'une bande de mercenaires qui participent à des guerres et qui sont réputés pour être sans cœur, sans état d'âme en fait. Ils font ce qu'ils ont à faire sans se poser de questions et puis peu importe les conséquences. Voilà, si on leur dit de tuer quelqu'un, ils vont le faire et c'est juste, c'est un métier comme les autres pour eux. Et évidemment, on se doute qu'il y a peut-être des répercussions psychologiques derrière tout ça. Donc peut-être que ça a un rapport avec notre meurtrier. Encore une fois, je m'arrête là, sinon je vais trop en dire. Mais j'ai adoré encore ce roman. Dans c'est dur à dire. Dans cette update lecture, en fait, il n'y a que des romans que j'ai adorés. Parce que j'ai été prise de A à Z encore une fois. Je n'ai pas du tout deviné la fin. Elle n'est pas du tout attendue, elle n'est pas du tout banale. Vraiment, c'est une grosse surprise. On nous parle beaucoup de psychologie aussi, donc c'est intéressant de ce côté-là. Je peux pas trop vous en dire sur ce roman sans vous spoiler. Du coup, c'est pas très intéressant pour vous, je me rends compte. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les polars, si vous aimez les thrillers, les trucs un peu psychologiques, où on se pose des questions, où on sait pas toujours tout, foncez. Vraiment, foncez. Je pense que vous allez adorer. Et enfin, le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'ai lu aux éditions, je ne sais plus, Calman Levy il me semble, oui. Calman Levy, que je vous mettrai ici encore une fois, puisque c'est encore une fois un livre de la bibliothèque. Encore une fois, c'est un livre dans la veine de Shutter Island, ce genre de choses, ce genre de roman où on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe. Pour résumer, on suit Sandrine qui vient d'emménager en Normandie et qui est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère qui vient de décéder, sachant que cette grand-mère vivait donc sur une île avec peu de personnes, que peu de personnes peuvent y aller, qu'il y a un bateau toutes les semaines, je crois. Et donc elle va être coincée là-bas pendant une semaine entière et elle va découvrir du coup des personnes qui vivent en autarcie complète, qui ne voient pas le monde étranger et qui parlent de choses très mystérieuses, de secrets. Elle ne comprend pas tout, elle sait juste qu'il les intrigue énormément. Les personnes lui décrivent sa grand-mère comme étant quelqu'un de très attentionné, de très génial, sauf qu'elle n'a absolument pas connu cette personne-là, donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle connaît. Elle va vite se rendre compte que l'atmosphère est très bizarre, assez terrifiante, puisque les personnages... Mais je dis, pourquoi je l'ai dit les personnages depuis tout à l'heure? Les personnes ont l'air d'avoir peur de quelque chose qui les empêcherait de quitter cette île, et elle se demande quoi. On nous parle, dans le résumé, d'un camp de vacances pour les enfants après 1940, après la guerre, pour leur refaire découvrir le goût de la vie, puisqu'ils ont été marqués par le fait de manquer de tout, de ne pas pouvoir aller en vacances. Donc cette île était un camp de vacances et du coup Sandrine se demande qu'est-ce qui leur est arrivé. Quel est donc ce secret? Est-ce que ça a un rapport, pardon. Et quelques jours plus tard, Sandrine est retrouvée sur une plage. Tout ce qu'elle dit, c'est attention aux monstres. Elle est couverte d'un sang qui n'est pas le sien. Voilà. Et donc, de là, elle va être intégrée en hôpital psychiatrique et on va découvrir son histoire. Pour ne rien vous cacher, le résumé vous parle de la première partie de l'histoire. Il y en a 3, il me semble. Donc, on vous parle quand même d'une grosse partie de l'histoire. Pour autant, on comprend rien jusqu'à la fin. Il n'y a pas moyen de deviner la fin, encore une fois. Et encore, jusqu'à la fin, non, même après la fin, qu'est-ce que je dis? Même après la fin, en fait, on se demande vraiment ce qui s'est passé parce que c'est une fin ouverte à la Shutter Island. On n'est pas sûr
de ce qui s'est réellement passé. On a des remises en question tout au long du récit. On a l'impression que tout ce qu'on lit n'a pas de sens jusqu'à une partie juste après, à chaque fois, qui vient nous expliquer ce qu'on n'a pas compris à la page d'avant, mais encore après on nous dit qu'en fait non, c'est pas ça. Donc en fait clairement on est perdu. Il faut vraiment accepter de se laisser emporter par l'histoire et de la lire en one shot quasiment, parce que sinon vous allez vraiment être perdu. Surtout si comme moi vous avez une mauvaise mémoire, et si vous manque un petit truc, c'est mort. L'ambiance du début, l'ambiance très effrayante de l'île est vraiment très réussie. Elle fait vraiment froid dans le dos. On a vraiment l'impression d'y être en fait. Donc le roman se découpe vraiment en deux parties, avec l'impression de huis clos très effrayant, et ensuite la partie policier, plus classique mais en fait pas trop. C'est un alien ce livre pour moi en fait. J'en ai rarement vu des comme ça. Donc il est question de beaucoup de psychologie, de psychologie humaine. Donc on apprend des tas de choses. Je ne sais pas si tout est vrai. Je ne sais pas s'il y a des choses inventées. Mais si tout est vrai, l'esprit humain est quand même capable de faire beaucoup de choses. J'en doute pas une seconde, mais vraiment, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire ça. Je peux pas vous en dire trop plus. J'ai juste adoré. Voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est très frustrant de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais sinon je vais tout vous spoiler, donc ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai juste adoré, et encore une fois, si vous avez adoré Shutter Island, vous allez adorer celui-là. Voilà pour cette update lecture, qui j'espère n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez lu en dernier, à laisser un petit j'aime comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!